étant maintenant dit, je vais présenter notre premier invité ce soir. Il s'agit de Mario Lavallée, qui est bien prêt à son poste. Juste le présenter brièvement, il est professeur en finance à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke. Il est aussi adepte de vulgarisation de concepts financiers. Moi, j'ai pris connaissance de son existence à travers un article très bien expliqué. Je pense que c'était La Tribune ou peut-être Radio-Canada. Donc, je l'avais initialement approché en août, croyez-le ou non, puis après quelques courriels, a accepté avec tout son enthousiasme. J'apprécie vraiment son humilité aussi durant nos appels. C'est moi qui ai fait son accompagnement. Et aujourd'hui, il va nous parler il va faire une introduction imagée de la bourse et de ses mécanismes avec une présentation intitulée « Mieux comprendre la bourse ». Donc, je vous invite à l'accueillir très chaleureusement, M. Mario Lavallée. Alors, merci Alexis. Je ne suis pas reconnu pour la qualité de l'image de mes diapos. J'ai un étudiant qui est ici, là, il sait, je ne suis pas un fervent des présentations PowerPoint, mais je me suis forcé. J'avais demandé à Alexis un flip chart où je aurais pu dessiner des choses, puis finalement, j'ai concocté quelque chose qui est correct. Mais je ne vous impressionnerai pas par mes images. Mais les concepts que je vais vous présenter vont vous rester, et c'est souvent ce qui reste quand on parle à nos étudiants qu'on a eus il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Croyez-le ou non, j'ai enseigné dans 6 décennies différentes à l'Université de Sherbrooke. Il faut dire que j'ai donné mon premier cours en 79 comme chargé de cours, puis depuis ce temps-là que j'enseigne, donc ça fait longtemps. Et les étudiants, ce qu'ils se souviennent, c'est des images qu'on a données. Les théories, ils ne s'en souviennent pas, mais l'image et la théorie, souvent, est avec l'image. Donc, ce que je vais vous présenter, la première chose que je vous présente, c'est envier les autres. Et ça m'est inspiré, ça, de Pierre Foglia. Il y en a qui connaissent Pierre Foglia parce qu'ils sont dans mon groupe d'âge, ou en tout cas pas très loin, là. D'autres, ça ne vous dit rien, là, Pierre Foglia, qui a pris sa retraite, il doit faire une dizaine d'années qu'il a pris sa retraite, Pierre Foglia. C'est un Patrick Lagacé en mieux. C'est ce que je vais vous dire. Donc, ça vient de cette idée-là. Lui, il l'avait fait en texte, moi, je l'ai repris en image. Donc, ce qu'on a ici, on a un individu qui est juste... Oups! En tout cas, il y a un individu dans le bas complètement là, qui regarde les gens monter et dit « Wow, ça a l'air le fun, cette affaire-là! » Et ça, c'est le genre de choses qui se passe dans les parties de Noël, à Pâques, ou, puis je l'ai vécu dans les années 2000, il y en a qui ont connu le dot-com, là. J'arrivais dans ma belle famille, puis j'avais un beau-frère qui était ingénieur, puis il se vantait de son portefeuille, il avait acheté du Nortel, du Cisco, puis son portefeuille montait, puis ma blonde de l'époque disait « Comment ça que notre portefeuille ne monte pas, nous autres? » C'est qui le PhD en finance dans la famille? Et là, tu as de la pression, parce que tu envies le beau-frère. Tu as le goût de faire comme lui. Tu regardes les gens qui montent, puis tu dis « Hey, moi aussi, je vais être là. » Regarder quelqu'un s'enrichir facilement, alors que toi, tu ne t'enrichis pas là, c'est très difficile. Très difficile. Fait que là, il y a des gens qui arrivent en haut du sommet. Toi, tu regardes, tu es en bas, tu regardes. Tu dis, hey, j'ai le goût d'embarquer dans ça, moi. Oh boy! Je veux y aller. Je veux m'enrichir. Si vous pensez Bitcoin, là, c'est exactement ça. J'ai le goût de m'enrichir. Donc, j'embarque. Là, je monte. Puis je me dis, je vais me rendre en haut, moi aussi. Puis je vais être riche. Puis là, il arrive un élément, tu te dis, wow, en plus, c'est solide, cette affaire-là. Il y a un pied là, qui te tient. C'est extraordinaire. Oups! Là, tu te rends compte qu'au bout, là, il y a un vide. Mais tu dis, je vais sauter par-dessus, je suis correct. Là, le problème qu'il y a avec ce que vous voyez là, c'est que s'il y a moins de monde à gauche qu'à droite,
Ça ne marche plus. C'est un piège à con. Ça tombe. Puis là, c'est fini. Ceux qui sont rendus en haut, tant mieux. Là. Soit qu'ils sont chanceux, soit qu'ils savaient dans quoi ils embarquaient, peu importe, ils sont chanceux. Mais il y a un paquet de monde qui se font prendre dans ça. Puis des pièges à con, il y en a plein. Puis il y en a régulièrement. Ce qui monte, ce n'est pas tout le temps des pièges à con. Ce n'est pas ça que je dis. Mais quand vous investissez, posez-vous la question, est-ce que je suis dans un piège à con? Si oui, pensez à sortir avant que le piège ferme. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous faire prendre. Donc ça, c'est le premier concept. Il passe bien. D'habitude, là, les gens le comprennent assez bien, ça. Deuxième concept, je présente la bourse, les titres comme étant des restaurants. Ça, mes étudiants aiment bien ça quand je présente ça parce que ça les amène à comprendre ce qui se passe vraiment à la bourse. Puis, je vais y revenir, là, mais à un moment donné, les journalistes de Radio-Canada m'appelaient puis me disaient, « Monsieur Lavallée, la bourse a baissé aujourd'hui, il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. » Je disais, « Non, 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 non. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs. Tu ne peux pas avoir plus de vendeurs que d'acheteurs. Quand moi je vends, il y a quelqu'un qui achète. Tu as peut-être des vendeurs plus pressés, mais tu n'as pas plus de vendeurs. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs à la bourse. D'où me vient l'image du restaurant. Donc, j'ai un restaurant, ici où il y a des gens en dedans. Puis là, ça ne marche pas, là, mais la ligne pointillée, c'est une fenêtre. Les gens de l'extérieur voient en dedans. Est-ce qu'il y a un sourire en dedans? Ou les gens sont malheureux en dedans? Ça influence les gens qui sont à l'extérieur. S'il y a des sourires en dedans, les gens à l'extérieur ont le goût de rentrer. Si tu n'as pas de sourire en dedans, les gens à l'extérieur n'ont pas le goût de rentrer. Puis ce restaurant-là, il y a une porte tournante. Si quelqu'un veut sortir, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Parce que la porte tournante, elle fonctionne avec 2 personnes. Donc, il y a un prix d'entrée et un prix de sortie. Si les gens à l'intérieur poussent fort dans la porte pour sortir, le prix va baisser. Puis si la panique est prise en dedans, les gens à l'extérieur vont attendre. Puis le prix baisse. Si le party est pris en dedans, puis il n'y a personne qui veut sortir, puis le monde pousse pour rentrer, le prix va monter. C'est exactement ça qui se passe à la bourse, là. C'est exactement ça. Les gens veulent entrer ou veulent sortir. Si les gens veulent entrer dans Tesla parce que, oh mon Dieu, je veux absolument avoir du Tesla, bien, le prix monte. Si les gens disent non, je ne veux pas être là, ils veulent sortir. Puis plus il y a de gens qui veulent sortir, plus le prix baisse. Plus il y a de gens qui veulent entrer, plus le prix monte. Il y a autant de vendeurs que d'acheteurs. C'est savoir qui est le plus pressé, qui a le plus le goût d'agir. Donc la bourse, ça marche comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des restaurants où on sert à manger. Il y a une cuisine, puis on verse des dividendes ou des intérêts, là, mais on donne de l'argent aux actionnaires, aux propriétaires. C'est généralement 4 services par année. Donc, c'est un restaurant où il y a 4 services par année, puis on verse des dividendes. Puis donc, dans ce restaurant-là, on mange. On peut rester là à très long terme, puis on va manger. Sans problème. Le rendement qu'on fait vient de 2 sources ici. Ce que je mange, puis mon prix de sortie. Des exemples de ça, Banque Royale, qui verse un dividende 4 fois par année. Métro, BCE, c'est des restaurants plates. On va se le dire, là, c'est plate. Mais le passage du temps me donne du rendement. J'ai d'autres types de restaurants où on ne sert à rien, même pas à boire. La seule raison d'être dans ce restaurant-là, c'est d'avoir du fun. Puis là, tu regardes les gens dedans, ils ont du fun, il y a le sourire, le party est pris, pas de boisson, pas de nourriture, mais le party est pris, ils ont du fun.
J'ai le goût de rentrer, je rentre. Tout le rendement, puis j'ai mis tout en gras, là, tout le rendement provient du fait qu'un autre investisseur décide d'entrer puis me permet de sortir. Tout le rendement. Pas une partie du rendement. Tout le rendement. Pendant tout le temps que je passe dans ce restaurant-là, je ne fais aucun rendement. Donc, je dépends totalement. Ça, là, moi, j'aime pas ça. Dépendre totalement d'un autre investisseur, toi ou toi, là, pour mon rendement, j'aime pas ça. Je ne dis pas que je ne le fais pas de temps en temps, là, mais j'aime pas ça. Ça, c'est du day trading. J'achète, puis je vends, j'achète, puis je vends. Je n'ai jamais de dividendes. Je ne mange jamais. Des exemples de ça, l'or. J'achète un lingot d'or, là, je peux le regarder pendant 10 ans. Il n'y a pas de croissance. Là. Il reste là. Pétrole. J'achète un baril de pétrole. Que ce soit sur des produits dérivés ou autres, j'achète un baril de pétrole. Il est là. J'achète une carte de hockey. Wayne Gretzky, son année recrue. J'achète une œuvre d'art, un Van Gogh. J'ai du plaisir à le regarder. Là. Peut-être que je peux me vanter d'avoir un Van Gogh. J'en ai pas, là. Peut-être que je peux me vanter d'avoir ça. Mais je n'ai pas de rendement. Le seul rendement que j'aurai, c'est quand je le vendrai. Puis évidemment, Bitcoin fait partie de ça. Je ne dis pas qu'on ne fera pas de rendement avec le Bitcoin, mais je dépends totalement d'un autre investisseur pour mon rendement. Totalement. Conclusion de tout ça, comme investisseur, il faut comprendre dans quel contexte on est. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais acheter de restaurant où on ne sert pas à manger. C'est pas ça que je dis. Sachez que vous êtes dans ce contexte-là. Quand vous vous enviez les autres, posez-vous la question, est-ce que ça serait un piège à con? Posez-vous la question. Puis quand j'achète une action à la bourse, c'est parce que je pense que ça va me servir. Mais je me pose tout le temps la question, la personne qui me vend l'action, qu'est-ce qu'elle pense, elle? Pourquoi elle me vend l'action? Ah, besoin d'argent pour s'acheter une automobile, pour s'acheter une maison? Fine, ça me va. Mais si cette personne-là pense que la compagnie s'en va nulle part, pourquoi moi je pense le contraire? Merci beaucoup. Des questions? Donc, naturellement, on vous invite à présenter au micro sur pied pour vos questions. On a à peu près 5 minutes, donc la parole est à vous. Tu peux attendre à lundi pour me poser la question. J'y enseigne le lundi matin, lui. Là, c'est bon? OK. Je me demandais, c'est quoi vos indicateurs de piège à con normalement? Là, vous avez parlé du manque de dividendes ou de certains manques de revenus d'entreprise. Comment est-ce que vous autres, vous percevez ça? Je te dirais que tu peux avoir aussi un piège à con quand il y a des titres qui versent des dividendes. Un restaurant où tout le monde veut aller, puis il y a beaucoup de pression à la hausse parce que c'est à la mode, entre guillemets. Il y a une possibilité de piège à con. Il y a une possibilité de piège à con dans des titres de croissance. On l'a vu dans le cannabis, là, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas trop, là. J'avais une amie qui était chez Valeurs Mobilières Desjardins, puis elle me disait, Mario, si tu savais le nombre de comptes qu'on ouvre pour des jeunes, ils déposent 2-3 000 puis ils achètent des titres de cannabis. Ça, là, c'est des indications qu'il y a un piège à con, là. Les gens veulent s'enrichir vite. Puis Tesla, c'en est peut-être un piège à con, peut-être pas, là. Mais Tesla, on peut prendre l'exemple, puis là, ils coupent les prix. Tesla coupe les prix, Ford coupe les prix. Tesla a une évaluation, je ne sais pas, là, plus grande que GM, Ford, Volkswagen, tout ensemble. C'est un peu comme si GM, Ford puis Volkswagen regardaient Tesla construire des véhicules électriques puis disaient « Ben, c'est donc dommage qu'ils construisent ça. Hey, les autres aussi, ils en construisent maintenant. Ils en vendent. » Puis Tesla, c'est sûrement que Tesla va continuer à exister, mais
Ils ne prendront pas 45 du marché des véhicules électriques. Les autres, ils vont réagir. Donc, posez-vous la question, est-ce que c'est en mode, puis là, c'est un peu une image passée. Là. Quand le chauffeur de taxi vous parle d'un titre, là, je pense que là, il y a une possibilité de piège à con. J'exagère un peu, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça, là, mais quand j'ai des étudiants de bac première année qui viennent me poser des questions, « Monsieur, le Bitcoin », puis le Bitcoin me dit « ça sent le piège à con, ça ». Ça ne veut pas dire que c'en est un, mais je me méfie de ça. Je me méfie de ça. Une autre question? C'était vraiment très très clair. Merci beaucoup. Et non, c'était une introduction. Il y a une énorme composante psychologique. C'est la conclusion des deux concepts là. Et quand on voit une valeur, qu'on dit Tesla c'est tant de dollars par exemple, ça a l'air d'être numérique, d'être carré, d'être objectif. Et puis ce que je vois en fait, c'est que si on dit Tesla c'est 100 $, eh bien ces 100 $ là, c'est quoi la valeur? Comment vous définissez la valeur? Et tu as tout à fait raison là, qu'il y a un élément psychologique dans ça très, très fort. Puis il y a depuis, je dirais, 15 ans peut-être, il y a un pan de la finance qu'on appelle la finance comportementale, là, behavioral finance, parce que l'être humain, le marché financier, c'est un système social avec des humains. Là. Puis des humains, on est des mammifères. Avec des émotions, puis avec un cerveau reptilien, puis le cortex frontal aussi qui réfléchit, là, mais des fois en placement, le cortex frontal, il n'est pas toujours là. On a des émotions, puis on vit avec. Et la valeur, c'est ce que l'entreprise va te générer. Les bénéfices que l'entreprise va faire et qu'elle va redistribuer éventuellement à ses actionnaires. Et on a tellement de biais comportementaux, là. Warren Buffett dit l'investissement, pas dans le clavier. Warren Buffett dit l'investissement, c'est simple, mais c'est pas facile. Là, tu dis, attends un peu, c'est quoi la différence entre simple et facile? Simple, ça veut dire que les règles sont simples. C'est pas facile, ça veut dire que je combats mes émotions. Je vais vous donner un exemple, là, puis il y a un prix, je vais être sur mon lit de mort, je vais me souvenir, bien, peut-être que si je fais de l'Alzheimer, je ne m'en souviendrai pas, là, 2,36 $. J'achète un titre, 2,36 $. Un peu plus tard, puis là, on parle de coût d'opportunité, on a parlé de coût d'opportunité tantôt. Quelques mois plus tard, là, je me dis, Mario, il est rendu à 2,05 $. T'en rachèterais-tu à 2,05 $? Non, non, non. Donc, tu devrais vendre? Oui. Mais je vais attendre qu'il touche 2,36 $. Parce que je ne voulais pas fermer cette transaction-là sur une perte. Donc, j'ai attendu. La compagnie est allée en faillite. Parce que je ne voulais pas émotivement réaliser une perte. Il faut savoir contrôler nos émotions quand on investit à la bourse. C'est notre pire ennemi. Ce n'est pas le marché, c'est nous autres, nos émotions. C'était la dernière question. Merci. Malheureusement, je dois vous quitter. J'ai un autre engagement. J'aurais aimé ça voir Mme Baudin. On a travaillé un petit peu ensemble. J'ai fait un mandat à la ville pendant qu'elle était conseillère. J'aurais aimé ça la saluer. Mais une autre fois. On lui transmettra tes salutations. Donc, merci encore une fois, M. Mario Lavallée, pour la présentation, votre présence.